Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Ping, qui est un podcast sur le CARE, en fait sur le leadership conscient. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Guillaume Desnaux, qui est le fondateur d'Allenvie, qui est aussi le coprésident de la communauté des entreprises à mission. Et ensemble, on va parler justement de leadership et de leadership conscient. Je voudrais savoir, puisque Allenvie, c'est une entreprise qui est spécialisée sur les personnes âgées, c'est quoi la situation aujourd'hui des personnes âgées en France ? Bon, on commence par une question simple. Les personnes âgées en France, elles vont être de plus en plus nombreuses. Bon, c'est une tarte à la crème, mais ce qu'on n'a peut-être pas réalisé, c'est que ça allait s'amplifier très fortement dans les prochaines années, puisque là, on est en 2023. Ça veut dire que les premiers baby boomers ont 78 ans. Donc à 78 ans, beaucoup sont encore des personnes âgées. Mes parents ont un âge assez proche de ça, qui ont une retraite où ils font plein d'activités, etc. Voilà, au fil des années, la perte d'autonomie risque d'arriver chez certaines personnes. Et donc, on va rentrer dans une société peut-être un peu différente de celle dans laquelle on vit aujourd'hui, où il y aura 2 fois plus de personnes âgées en perte d'autonomie qui auront besoin d'un accompagnement. Donc voilà, ça c'est le panorama démographique. Sinon, voilà, les personnes âgées, elles... alors, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on appelle personnes âgées. On parle de seniors souvent, c'est devenu même un terme marketing. Mais voilà, c'est des retraités. Je pense qu'ils ont de l'argent, ils le dépensent, ils sont actifs à la fois dans les loisirs, mais aussi beaucoup dans le bénévolat. Donc c'est aussi les personnes âgées une force importante qui fait vivre la société, qui crée du lien social et dont il faut aussi préserver cette action. Et puis c'est aussi des gens qui peuvent travailler. Et en France, alors je ne parle pas de personnes âgées, mais peut-être des gens qui sont en fin de carrière. On est très mauvais pour faire travailler les gens en fin de carrière. Et on a beaucoup de travail là-dessus pour rattraper notamment nos voisins européens qui sont meilleurs. Et il n'y a pas une scission aussi entre les générations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, j'ai l'impression, mais bon, que les personnes âgées, on les met un peu à l'écart, c'est-à-dire qu'avant, pas que c'était mieux avant, quoi, c'est pas la question, mais il y a quand même cette relation entre les différentes générations. En même temps, on était vieux à 60 ans, donc voilà, ça fait des grosses différences. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu seuls. Il y a beaucoup de solitude finalement, non ? Ouais, après, je pense que la solitude, c'est un sujet qui traverse un peu, pour moi, toutes les générations, toutes les classes sociales. C'est ce qu'on appelle l'isolement social. Il y a des rapports qui ont été faits là-dessus et aujourd'hui, il y a assez peu de politiques publiques qui sont faites pour lutter contre l'isolement social. Alors qu'en fait, on voit que ça aggrave tout. Ça aggrave les gens qui ont peu de moyens, ça aggrave les gens qui sont malades, mais quel que soit l'âge. Et donc, évidemment que c'est un aggravateur dans le cadre de la perte d'autonomie parce qu'on est encore plus facilement seul quand on est âgé parce que voilà, les amis, la famille, parfois, ils partent avant soi. Donc oui, l'isolement est un sujet très important. Et effectivement, je pense qu'il y a une rupture du lien social, peut-être. Je pense qu'il est global dans la société, mais qui aggrave les problèmes des personnes âgées. Et maintenant, l'enjeu, c'est plutôt que, en fait, l'accompagnement des personnes âgées, tel qu'on va le pratiquer dans le futur, tel qu'on le pratique aujourd'hui, serve à recréer du lien social. Et donc pour ça, il faut peut-être, je suis déjà dans les solutions, mais essayer d'arrêter de proposer des lieux ou de vie pour personnes âgées qui soient en périphérie des villes, qui soient parfois des gros blocs entre 4 murs. Voilà, je pense parfois à certaines résidences, certains EHPAD, et essayer d'avoir des lieux dans la ville, de recréer du lien avec les associations locales, les enfants, l'intergénérationnel. Donc voilà, il y a plein d'initiatives dans ce sens. On parlera peut-être des miennes, mais je peux aussi citer les autres. Voilà, aujourd'hui, vous avez des groupes de crèches comme Tom et Josette qui mettent des crèches dans des EHPAD. Vous avez des startups comme Colette, mais il y en a d'autres qui font des plateformes pour mettre en relation des jeunes qui ont besoin d'un logement, et Dieu sait que je crois qu'il y en a aujourd'hui, et des personnes âgées qui sont seules. Et ça, c'est des solutions qui finalement ne coûtent rien en plus à la société, à la collectivité, mais qui permettent de rompre la solitude, de créer du lien, et surtout vraiment de ne pas voir la personne âgée comme une personne dont il faudrait rompre la solitude, mais plutôt une personne qui peut apporter quelque chose aux autres, parce que c'est ça finalement ce qu'elle demande, je pense, c'est d'être considérée non pas
quand elles ont une perte d'autonomie comme un fardeau, mais bien comme un actif, pour prendre un terme peut-être un peu financier, mais qui peut aussi apporter énormément aux autres personnes, à la vie en général. Et justement, qu'est-ce que vous essayez de faire avec Allenvie ? Alors, Allenvie, nous, on s'est créé il y a 7 ans. J'ai créé Allenvie avec 2 amis, Thibaut et Clément, qui étaient à l'école avec moi il y a maintenant 20 ans. Et on avait déjà un début de carrière. Alors moi, dans l'entrepreneuriat, déjà engagé, j'avais fait une boîte qui s'appelle Alvarom, qui fait de la collecte de fonds pour les associations caritatives. Thibaut et Clément, eux, ils avaient commencé dans des grands groupes, Sodexo, à se former au management de terrain, comme on dit. Et on s'est retrouvés à regarder un peu le monde du grand âge via des expériences personnelles, avec finalement pas mal d'interrogations, en se disant, c'est bizarre qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes solutions. Il y a a priori des gens qui cherchent des jobs en France. Pourquoi, dans notre entourage, les gens se plaignent toujours de ne pas trouver la bonne personne? C'est ce qu'on entend toujours. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait une étude de marché en se disant il faut se lancer dans la silver economy. Parce que si on avait fait ça en 2016, on ne l'aurait pas fait. Parce que finalement, ça faisait 10 ans qu'il y avait un marché du service à la personne qui s'était ouvert. Il y avait déjà plein d'entreprises. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé rencontrer des auxiliaires de vie qu'on a contactés via Facebook et d'autres réseaux, et on a discuté avec elles. Et ce qu'on a entendu, finalement, c'est un peu toujours la même chose. C'est évidemment, mes conditions de travail sont précaires, parce que c'est un métier mal payé, où il y a beaucoup de temps partiel subi, 70%. Mais on a aussi entendu, finalement, il y a un mode d'organisation du travail qui m'infantilise un peu. Parce que dans beaucoup de structures d'aide à domicile, en fait, quand tu écoutes les auxiliaires, on a décidé dans les bureaux qu'il y avait un planning à respecter. Parfois, on a décidé que le critère de qualité qu'on allait vendre après aux parties prenantes, aux clients, mais aussi peut-être, aux actionnaires, aux régulateurs, c'était la ponctualité. Et donc, on a décidé qu'il fallait pas rester 5 minutes de plus chez monsieur Untel, et on le vérifie avec une pointeuse qui est là chez la personne. Et l'auxiliaire, on lui impose ça, et parfois, elle, sur le terrain, elle voit quelqu'un en face d'elle qui a fondamentalement besoin de 5 minutes de plus, mais un besoin fondamental. Ce n'est pas un besoin client, là, on parle de besoin humain, de quelqu'un qui est seul, qui est vulnérable. Et elle sait que la personne, 5 minutes après, elle peut attendre 5 minutes de plus, parce qu'elle la connaît, elle la voit tous les jours. Mais elle n'a pas le droit de le faire, parce qu'elle pense être, elle, la nature profonde de son rôle, parce qu'on a décidé que ça ne respectait pas le critère qualité. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, et ces injonctions contradictoires qu'on a tous dans notre job, dans ces jobs-là, elles sont insupportables, parce qu'en fait, elles viennent casser, je dirais, une dynamique humaine, un potentiel, une vocation que les gens mettent dans ces métiers qui ne sont pas anodins, qui sont des métiers où on se livre une partie de soi-même. Et donc ça crée énormément de souffrance, et donc c'est pour ça, en plus de la précarité, que tu finis dans un secteur où il y a aujourd'hui problème d'attractivité, c'est-à-dire qu'il y a des EHPAD qui ne peuvent plus accueillir de gens parce qu'ils n'ont pas de salariés, et dans le domicile c'est pareil. Tu as un absentéisme qui est parfois de 15 à 20%, un turnover énorme. Là, j'en ai terminé avec le constat. Maintenant, la question, c'était ce qu'on propose comme solution. Ouais, ou votre raison d'être. Notre raison d'être, justement, c'est humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins, en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques de notre secteur. C'est un vaste programme. La première activité qu'on a lancée, nous, c'est un métier très classique, c'est opérateur d'aide à domicile. On n'a pas réinventé le business model, dans le sens où on emploie des personnes et on vend des heures, mais on a essayé de réinventer l'organisation du travail. Pour ça, on s'est inspiré d'un modèle qui s'appelle Buurtzorg aux Pays-Bas, qui est assez connu, dont tu connais peut-être, non. C'est un infirmier visionnaire qui, en 2007, a décidé de rompre avec une logique aussi très tayloriste, où on avait essayé de normer le soin, et qui a décidé de faire des équipes autonomes où les infirmiers aides-soignants organisaient eux-mêmes, elles-mêmes, leur planning, décidaient qui ils recrutaient dans leurs équipes, et géraient complètement la relation, et y compris le temps qui passait pour faire tel ou tel acte. En fait, on s'est inspiré de ça dans l'aide à domicile. Et donc, nous, on a créé un service d'aide à domicile où les auxiliaires de vie sont par équipe de 6 à 8. Alors, il ou elle, c'est souvent elles, sont salariées au maximum à temps plein. Mais ensuite, elles gèrent elles-mêmes leur planning. Elles gèrent la relation avec les familles. C'est-à-dire que quand tu appelles souvent une structure d'aide à domicile, tu as quelqu'un qui est un commercial qui vient te vendre la prestation chez toi. Et après, tu as des auxiliaires de vie. Nous, ce sont les auxiliaires de vie qui font ça, et qui se présentent elles-mêmes, présentent leur équipe. Elles décident aussi donc, qui elles recrutent dans leur équipe. Et en fait, en faisant ça, on se rend compte qu'on arrive à créer de l'engagement, à attirer des profils qui ne feraient peut-être même plus le job dans une autre structure. Et à titre d'exemple, on arrive à avoir 5-6% d'absentéisme, là où je le citais, des chiffres de 15 à 20% dans le secteur. Et donc nous, on a fait ça à Paris, en petite couronne, c'est une centaine de salariés aujourd'hui. Mais assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement beaucoup de structures qui voulaient aussi changer leur modèle d'organisation.
Et donc, on a à la fois créé un collectif avec d'autres structures d'aide à domicile, aussi bien des entreprises que des associations, qui aujourd'hui a embarqué une soixantaine de structures d'aide à domicile partout en France, plusieurs dizaines de milliers de salariés qui travaillent maintenant dans un cadre avec beaucoup plus d'autonomie. Et ça nous a amené à créer une deuxième entreprise sous le même chapeau qui s'appelle Compagnie, qui est un organisme de formation. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans ces métiers centrés sur l'humain, on te formait très peu. Et quand on te formait, c'était à faire des gestes techniques, voire des formations très infantilisantes, où parfois, tu as des formations, on te dit, si une personne âgée a la maladie d'Alzheimer, tu ne commences pas la toilette par la tête. Si elle n'a pas la maladie d'Alzheimer, tu peux commencer la toilette par la tête. Des choses qui nient complètement la capacité d'initiative de la personne. Et je dirais même qu'au-delà de ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien sur les soft skills dans des métiers pourtant humains. C'est un immense paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, tu es cadre dans une grande boîte, tu es presque biberonné aux soft skills pour pas faire un burn-out, pour pas casser ton ordinateur sur la tête de ton voisin un jour de grand désespoir. Par contre, tu es auxiliaire de vie toute la journée dans les transports en commun, avec un emploi du temps morcelé, un salaire faible, à travailler avec des personnes âgées qui ont souvent des troubles cognitifs, des aidants familiaux qui sont au bout du scotch, pardonne-moi l'expression, on n'a pas jugé utile de te former à la gestion de tes émotions, à la collaboration, au feedback. Voilà. Donc nous, on a créé des formations certifiantes sur ces sujets qui permettent d'aborder à la fois la transformation organisationnelle, mais aussi plus généralement tout ce qui est soft skills. Et en fait, via Compagnie, on dispense ces formations à plein de structures d'aide à domicile partout en France, et maintenant aussi au groupe d'EHPAD, qui, avec ce qui s'est passé avec l'affaire Orpea, et puis un contexte aujourd'hui d'énormes soucis d'attractivité des métiers, où on assiste à manque d'attractivité et aussi une mercenarisation du travail. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens, comme il n'y a plus vraiment, dans certains EHPAD, et c'est vrai dans d'autres structures, d'autres secteurs, mais il n'y a plus vraiment de projet d'entreprise attractif, les gens ne se reconnaissent plus, donc ils préfèrent faire du zapping avec de l'intérim, où en fait, ils vont gagner plus. En faisant des grosses sessions de travail. Après, à la limite, ils vont pouvoir faire des pauses peut-être dans leur vie professionnelle, faire autre chose. Et on peut comprendre cette tendance, mais je pense que malgré tout, elle n'est pas inéluctable. Qu'il y a aussi des gens qui seraient contents d'avoir des projets d'entreprise ou d'associations enthousiasmants, des collectifs de travail dans lesquels ils s'épanouissent. Et donc, c'est aussi via ces formations qu'on essaye de recréer ça dans des groupes d'EHPAD. Et ça fonctionne très bien parce qu'on a aujourd'hui des grands groupes justement qui bossent avec Compagnie sur ces sujets de transformation. Et ces grands groupes, du coup, ils le font par envie ou est-ce qu'ils le font parce que justement, ils n'arrivent plus à recruter et que c'est une contrainte en fait en réalité? Enfin, les patrons de ces boîtes que tu vois, est-ce que tu vois chez eux, j'imagine que chaque cas est différent, etc., donc les grandes généralités, c'est toujours un petit peu compliqué, mais est-ce que tu vois des gens qui ont vraiment cette fibre humaine et que c'est pour ça qu'ils ont fait ce métier, etc., ou est-ce que tu vois des gens qui sont en train de se dire, bon merde, le business c'est super, par contre on n'arrive plus à recruter, donc là il faut qu'on trouve une solution, quoi. Je pense que le monde n'est pas manichéen. Donc, moi, je vois plein de gens très engagés dans les grands groupes d'EHPAD. Même chez Orpea, il y a des responsables d'établissements ultra passionnés qui ont été très blessés par ce qui s'est passé. Alors, il y a sans doute des gens qui sont partis depuis, qui n'étaient pas du tout dans cette philosophie, mais aujourd'hui, même les nouvelles personnes qui ont été recrutées, etc., on en connaît certains, il y a un renouvellement, il y a plein de gens super engagés, et partout en fait. Mais c'est comme, n'importe quel grand groupe qu'on se dit il a un mauvais impact environnemental. Parfois, on rencontre des gens à l'intérieur qui veulent faire bouger les choses, qui sont sincèrement engagés. Maintenant, il y a un système et c'est facile à l'extérieur quand on est à l'extérieur de dire tout est nul. Il faut aussi des gens qui essayent de le changer de l'intérieur. Donc non, il y en a plein et c'est un métier qui attire aussi des gens passionnés par ça, qui je pense, a un potentiel d'attractivité qui va se développer. C'est-à-dire que moi, je le vois, le grand âge, il y a quelques années, quand on a lancé à l'envie, attirer des personnes pour bosser avec nous, c'était très compliqué. C'était vraiment des gens qui avaient une fibre personnelle, une relation particulière aux personnes âgées. Mais sinon, les jeunes qui voulaient s'engager, ils préféraient aller bosser dans l'économie circulaire, le green et tout. Depuis le Covid, et voilà, je sens aujourd'hui un changement. Le care, pour moi, est en train de devenir un sujet, je ne sais pas si c'est mainstream, mais qui touche profondément les jeunes, parce qu'ils sentent qu'en fait,
on ne peut pas juste s'intéresser à l'environnement sans s'intéresser au prendre soin, et qu'en fait, une partie du nouveau narratif, de la solution, elle réside aussi là-dedans. Donc voilà, après, je pense que les grands groupes ont un très gros potentiel qui sont en train d'adresser. Alors, certains deviennent sociétés à mission, ça ne fait pas tout, mais c'est un cadre qui peut les y aider. Mais voilà, société à mission, mais il faut changer de culture d'entreprise, développer de l'innovation, mais ils peuvent attirer des talents. Mais c'est vrai que traditionnellement, je ne sais pas si c'est pas leur faire offense de dire que c'est pas des groupes qui ont cherché à, au-delà des experts de leur secteur passionnés, ils n'ont pas cherché forcément à attirer des talents qui pouvaient apporter beaucoup de démarches innovantes, etc. Et alors qu'il y a un potentiel énorme, enfin il y a un besoin énorme d'innovation dans le secteur. Mais en les formant, quelque part, tu formes tes propres concurrents, non? Ou, enfin, du coup, votre différenciation? Alors déjà, c'est pour ça que c'est deux entreprises différentes. On en a même une troisième dont je parlerai après. Mais oui, il y a potentiellement de la concurrence, mais c'est un secteur qui est énorme. Nous, on est lilliputiens dans ce secteur. Donc, et je dirais que notre mission, c'est de faire changer le secteur. Donc après, on a différents modèles. Le fait d'être opérateur nous légitime pour former. Voilà, donc c'est bien de faire les deux. Maintenant, si un jour c'est un problème, les entreprises peuvent aussi être plus séparées d'un point de vue capitalistique. Nous, on ne réfléchit pas comme ça, on réfléchit en se disant il y a des problèmes, des opportunités aussi, d'avoir un impact sur le secteur conformément à notre mission, notre vision, et de développer de l'activité économique au service de cet impact, parce qu'on est quand même une entreprise et c'est ça notre rôle, et on y va, quoi. Donc là, la formation, il y a des besoins énormes, donc on réfléchit même pas. Mais il y a beaucoup de synergies, donc on a développé une troisième activité qui s'appelle Bien commun, qui est de la colocation pour des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. En fait, c'est une approche qui est très répandue en Allemagne. On rachète des petites maisons et on permet à 8 personnes âgées d'y habiter avec en permanence de l'aide. Ça répond vraiment à un besoin des gens qui ne peuvent pas rester chez eux, mais pour qui l'EHPAD est un lieu où il y a, je dirais, plus assez de prise avec les gestes du quotidien, plus assez de vie sociale. Et typiquement, nos maisons, elles sont visitées souvent par des responsables de groupes, des patrons de groupes d'EHPAD. Eux, aujourd'hui, c'est trop petit pour qu'ils se lancent dans ces innovations-là. Donc, quelque part, on fait un peu de l'open innovation pour le secteur, et c'est très bien. Mais comment c'est possible, enfin pardon, c'est une question idiote, mais comment c'est possible qu'un secteur entier, il attend d'une petite boîte, pardon du terme, mais ça reste ce que tu disais, vous êtes petit dans un secteur. Comment ça se fait qu'un secteur entier attend d'une petite boîte qui vienne le révolutionner? C'est quand même fou. Alors, une première réponse, c'est que c'est un peu comme ça dans beaucoup de secteurs. C'est pas General Motors qui a fait alors je ne vais pas me comparer à Tesla et Elon Musk, mais c'est pas General Motors qui a fait la voiture électrique. C'est pas BNP qui a fait Conto. Je dirais que ce qui renforce ça, je pense, c'est la régulation. C'est un secteur très régulé, où quelque part, le métier des EHPAD, du groupe d'EHPAD, pendant longtemps, ça a été de construire, développer, gérer des EHPAD avec un cadre normatif qui est très, très précis, qui est très uniforme. Et donc, déjà, bien faire ça, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie, il faut attirer des capitaux, et ça a été leur mission. Et quelque part, c'était un besoin. On a fait appel au privé dans ce secteur parce qu'il y avait besoin d'investir massivement, et donc, ils ont rempli ce rôle-là. Et pendant certaines décennies, ça convenait à tout le monde, les actionnaires étaient contents, il n'y a pas de... Voilà, c'était en phase peut-être avec le contrat social de l'époque qui était de répondre à un besoin massif. Ouais. Aujourd'hui, les attentes, elles ont changé, le contrat a changé, c'est plus juste obéir à la régulation, et donc il faut shifter, et on a une attente forte en fait, collectivement, je veux dire, au niveau de la société, que ces groupes innovent, mais c'est un peu un changement, parce que jusqu'à présent, ils étaient plutôt là, je pense, à délivrer en masse une solution attendue, régulée et très, très précise. Maintenant, je pense qu'il faut sortir de ce schéma trop normé, parce que là, face à la crise, on entend toujours plus de normes, plus de contrôles, mais on n'arrête pas d'en rajouter, et ça n'améliore pas forcément les choses. Donc évidemment qu'il en faut, mais il faut aussi redonner, je pense, de la responsabilité à tous les niveaux. Donc nous, c'est ce qu'on fait vis-à-vis des professionnels de terrain. Il faut en donner au niveau des responsables d'établissement, et peut-être avoir un cadre pour ça. Donc je pense que la société à mission, c'est notamment un bon outil
pour redonner une vision long terme, remettre les structures au service de l'ensemble de leurs parties prenantes et ouvrir un dialogue avec ces parties prenantes. Tu peux nous reparler des entreprises à mission, justement, parce que est-ce que c'est pas, tu vois, un joli label qui permet pas de faire du washing, mais un chouïa quand même, Oui. ou est-ce qu'il y a un vrai... des vraies contraintes, entre guillemets, ou en tout cas un vrai cahier des charges que tu dois suivre? Alors déjà, c'est important de préciser que ce n'est pas un label. Donc techniquement, c'est un nouveau terme, même qui était assez peu employé avant, c'est une qualité. Donc dans la loi, la société à mission, c'est une qualité qu'on obtient en ayant dans ses statuts une raison d'être, des objectifs sociaux et environnementaux, et en changeant sa gouvernance avec un comité de mission qui représente les parties prenantes, et en acceptant de se faire auditer par un organisme tiers indépendant qui est un peu l'équivalent d'un commissaire aux comptes, mais pour la mission. Alors une fois qu'on a défini ça, donc voilà, aujourd'hui, tu as 1300 entreprises qui sont sociétés à mission, ça va de Allenvie à La Poste, le Crédit Mutuel, Danone, aussi bien des structures capitalistiques que des structures de l'ESS. Parce qu'en fait, ce n'est pas un statut, ce n'est pas une forme légale qui viendrait concurrencer la coopérative ou la mutuelle. C'est une qualité qui s'applique à tout le monde. Et ce n'est pas un label dans le sens où ce n'est pas une grille où tu dois cocher des cases et tu as le label, comme peuvent l'être Bicorp, Lucie, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et moi, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas un élément qui est meilleur que les autres. C'est-à-dire que le label, c'est pas mieux que ça. En fait, c'est systémique. C'est-à-dire que les entreprises, pour changer, ont besoin de différents outils. Elles ont besoin de labels, elles ont besoin de nouvelles normes comptables, elles ont besoin de nouvelles cultures d'entreprise, mais elles ont aussi besoin d'un cadre qui change la gouvernance, qui change la boussole de l'entreprise, parce qu'à un moment, il faut embarquer les actionnaires, il faut embarquer les parties prenantes. Donc, l'idée de la société à mission, c'est pas de dire que toutes les sociétés à mission sont vertueuses. D'ailleurs, le terme, effectivement, peut prêter à confusion, parce que quand on entend mission, on pense tout de suite un truc presque christique, missionnaire, etc. Je n'étais pas là, mais j'étais au moins sociétal et environnemental. Voilà. Mais ce qui est intéressant, parce que moi, c'est une question que j'ai posée au concepteur de la société à mission, c'est Armand Hatchuel et son équipe aux mines ParisTech, qui ont pensé cet outil. Au départ, il l'avait appelé société à objet social étendu. Donc déjà, c'était beaucoup moins... c'était moins sexy. Voilà, c'était moins sexy. Mais c'est aussi ça, c'est que... en fait, c'était moins sexy, donc ça, si on avait appelé ça société, peut-être qu'il y a moins de gens qui auraient embarqué. Ouais. Mais en fait, les gens embarquent parce que c'est engageant, mais derrière, c'est pas un label de vertu, surtout pas. Et par contre, ce que m'a dit aussi Armand Hatchuel, qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, mission, ça vient de missio en latin, qui voulait pas dire on change le monde. Missio, c'est la même étymologie que missive. C'est plutôt lié au mouvement, à ta mission d'emmener, d'engager des gens derrière toi. Donc, en fait, moi, je poserais la question peut-être un peu différemment de toi. C'est oui, évidemment qu'il y a des gens qui utilisent ce cadre et qui aujourd'hui ne le font pas avec toute l'authenticité qui serait souhaitable. Maintenant, beaucoup se font rattraper par la patrouille. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu ouvres les vannes d'un dialogue avec tes parties prenantes, assez vite, si tu le fais mal, tu vas te faire taper sur les doigts par l'opinion publique, par tes consommateurs, par tes salariés. C'est une énorme opportunité pour les salariés de faire savoir ce qu'ils veulent faire changer, parce qu'on entend beaucoup, voilà, notre entreprise n'a pas de sens, on s'en va. En fait, à partir du moment où elle devient société, déjà tu peux la pousser à être société à mission. Nous, on en a, la communauté des entreprises à mission, on a des corporate activistes qui poussent les entreprises à devenir société à mission. Et puis une fois qu'elle l'est, tu peux dire, non, attendez, vos engagements, ils sont pourris, ou alors vous les respectez pas. Les syndicats aussi peuvent s'en emparer. La CFDT, dans plusieurs entreprises à mission, a formulé des recommandations sur les objectifs. Et voilà, donc moi, je poserais la question un peu différemment. Aussi, c'est que pour moi, la société à mission, c'est pas un truc qui va rendre vertueuses toutes les entreprises. C'est une mise à jour. Tu es un peu geek, donc les logiciels, ça te parle. En fait, aujourd'hui, ce qui est très paradoxal, c'est dans le monde économique, on n'arrête pas d'innover dans tous les sens. C'est même une injonction permanente. Mais les outils qu'on utilise pour produire cette innovation, le cadre juridique de l'entreprise ou les normes comptables, ils n'ont pas changé depuis 200 ans. C'est-à-dire que tu prendrais quelqu'un qui sait faire la compta ou le juridique d'une entreprise en début du 19e siècle, dans le monde d'aujourd'hui, il ne saurait pas où il habite. Par contre, il saurait lire le bilan et les PV d'AG. La société à mission, c'est juste une mise à jour
pour dire, mais attendez, en fait, le cadre qu'on utilisait, qui était quand même écrit dans le Code civil de Napoléon, qui était pensé plutôt pour des sociétés de capitaux, où à l'époque, la société, on n'embauchait même pas les gens, le concept d'entreprise n'existait pas vraiment. Mais en fait, il ne marche pas parce qu'il a un peu été dévoyé par une idéologie très libérale, la théorie de l'agence. On a considéré que le chef d'entreprise était uniquement au service des actionnaires. Donc en fait, remettons à jour le cadre juste pour dire, mais en fait, une entreprise, c'est un collectif d'innovation, ce sont des gens qui travaillent ensemble avec différents rôles, des actionnaires, des salariés, des clients, des partenaires. Disons juste dans les textes que le projet, il n'est pas juste de gagner de l'argent, il est de produire du mieux pour toutes ces parties prenantes. Et voilà, donc faut dédramatiser le concept. Donc oui, après, il y a des gens qui vont utiliser ce cadre, qui ne vont pas devenir vertueux du jour au lendemain pour autant. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que ça pousse quand même pas mal de transformations vertueuses et ça permet de les ancrer, en fait, et d'aligner les actionnaires notamment et les salariés sur c'est aussi la question du court terme et du long terme. En fait, il y a beaucoup de structures d'entreprises se retrouvent à prendre des décisions focalisées sur le court terme, parfois sous la pression d'actionnaires, mais pas toujours uniquement d'actionnaires. On le voit aussi dans des coopératives, dans des mutuelles, avec une logique court terme. Parce que quand tu regardes les choses de manière comptable, le long terme, il est difficile à modéliser. Avec la mission, on essaye de remettre du long terme, donc de la capacité d'innovation pour le long terme. J'ai deux questions. Une question qui est facile à répondre, l'autre, je ne sais pas si elle l'est, mais je pense que les deux sont assez courtes. La première, c'est est-ce que ça ne devrait pas être une contrainte, c'est-à-dire obligatoire, pour les entreprises en France, au moins? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est, tu parlais des parties prenantes, qui représente le vivant? C'est-à-dire, en fait, quand je dis le vivant, c'est parce que je n'aime pas dire la nature, parce que la nature, c'est un mot que toi qui évolues dans ces milieux-là, tu dois pouvoir comprendre pourquoi j'utilise pas ce terme. Exactement. Deux très belles questions. La première... alors moi, aujourd'hui, en tant que coprésident de la communauté, des entreprises à mission, je n'ai pas de position ferme sur ce sujet, mais il se trouve que j'ai déjà écrit notamment que dans mon secteur, tout le monde devrait être société à mission. J'ai écrit dans des livres, et je l'ai écrit il y a 3 ans, avant l'affaire Orpea, et tout le monde me regardait avec des yeux très gros. Et c'est la seule fois, c'est le seul secteur où il y a des ministres qui ont dit tout le monde devrait être société à mission, et où le mot société à mission dans la bouche de notre président de la République, je l'ai entendu, je crois qu'une fois, c'est pour parler du secteur aussi, c'était à l'époque de la campagne présidentielle de 2022. Donc le sujet, il existe. Après, ce qu'on observe, c'est que le cadre de la société à mission, c'est un cadre assez unique dans la loi française qui est très peu normatif, on l'a présenté, où pour une fois on ne te dit pas, voilà, il y a une règle, il faut être du bon côté, il faut cocher telle case et tout. Donc c'est quand même basé sur aussi une démarche volontariste. Et donc, faire une loi qui oblige, c'est pas forcément nécessaire en fait. Là, moi je le vois dans notre secteur, on se rend compte que spontanément, la plupart des groupes d'EHPAD sont en train d'y aller. Certains de manière très défensive. Il y a des discours qui disent attention, il faut y être parce que ceux qui vont être société à mission vont avoir des clients, les autres non. Donc c'est des intentions qu'on peut juger très défensives et qu'on peut juger comme on le veut. Mais la réalité, je pense qu'ils vont y aller et que comme c'est très facile de comparer le rapport de mission d'un groupe d'EHPAD avec un autre, là dans les rapports de mission, maintenant tu vois les taux d'absentéisme, le turnover. Donc tu vois vraiment ce que les entreprises font pour essayer de régler les problèmes de leurs salariés. Donc voilà, je pense qu'il y a des dynamiques qui se créent et en ce moment, ce que je vois, c'est qu'il y a des rôles modèles, des pionniers dans la plupart des secteurs. Dans la banque, tu as Crédit Mutuel, à la fois Fédération et Arkea, tu as la Banque Postale, dans le vin, tu as Château Chaspin, c'est quand même un superbe rôle modèle. Voilà, donc je pense qu'il y a des dynamiques qui se créent. Après, oui, moi, au fond, je pense que c'est logique que le cadre de base, le cadre par défaut de l'entreprise implique de se mettre au service de l'ensemble des parties prenantes. C'est assez fou quand tu y réfléchis. On a un pouvoir énorme quand on crée une personne morale qui finalement crée un écran un peu de déresponsabilisation entre soi et tout ce qu'on produit comme impact sur les personnes, sur le vivant. Et donc moi je trouve que le fait d'avoir ce pouvoir d'être mandataire social, de faire ses choix, devrait aller avec une responsabilité. Donc après ça peut être la société à mission, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont venir dans le futur sur le statut aussi du dirigeant d'entreprise. Deuxième question, la nature. Oui, je vois bien la différence entre la nature et le vivant parce que en gros la nature c'était l'homme à côté de la nature et puis le vivant on est dedans. Donc pour moi la réponse est presque dans ta question dans le sens où le vivant normalement il est peut-être représenté partout parce que le dirigeant d'entreprise est dans le vivant, ses salariés, ses clients. Ils n'ont pas tout réalisé encore. Non.
Donc après, je pense que ça dépend vraiment des entreprises. Voilà. Enfin, moi, je crois beaucoup qu'une écologie qui cherche justement à trop mettre tout sous forme de KPI environnementaux, mais sans regarder. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'on parle beaucoup de carbone et tout, et c'est très nécessaire. Mais typiquement dans notre secteur, tu peux dire on va réduire le bilan carbone de la santé. OK. Mais en fait, très vite, tu te rends compte que le sujet, c'est pas juste d'aller optimiser la consommation d'énergie des bâtiments, réduire les transports. Qu'en fait, c'est un problème où on a réussi à créer un secteur qui lui-même crée beaucoup d'externalités négatives qui ont un impact sur la santé. Donc en fait, et aussi un secteur qui fait pas assez de prévention. Et qu'en fait, tu vois que les solutions, voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a 8% des gaz à effet de serre, c'est le secteur de la santé et du médico-social. Évidemment qu'il faut chercher à réduire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, mais il faut aussi se poser la question comment on fait beaucoup plus de prévention pour que demain, il y ait moins de maladies chroniques, donc on ait moins besoin de mettre les gens, d'hospitaliser les gens, demain que les personnes vulnérables puissent être dans des lieux, peut-être voilà, comme des habitats partagés qui ont une empreinte environnementale beaucoup plus faible. Donc ça t'amène forcément à repenser complètement le business model, avec, je pense, une logique déjà comment on prend soin de soi, des personnes qui font partie du vivant et de l'environnement qui fait aussi partie du vivant. Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent à réduire leur empreinte carbone. Et ce que j'ai tendance à penser, c'est que c'est pas la bonne question. Et du coup, elles n'ont pas la bonne réponse non plus. En fait, elles essayent de trouver, de réduire la problématique à un truc qu'ils arrivent à comprendre. Bien sûr. C'est le carbone. Bon. Et le carbone, c'est important de le réduire. Ouais, hein, je dis pas. Mais c'est pas précisément le problème. C'est ce que dit très bien Aurélien Barraud. Hein. Il dit c'est le problème qui est le plus mesurable, donc c'est celui qu'on adresse, mais la biodiversité, c'est tout le paradoxe dans lequel on est, c'est qu'on arrive, et c'est pareil, on arrive à agir sur ce qu'on mesure, mais le plus important souvent ne se mesure pas, et notamment tous les impacts systémiques, hein, des choses qui ont un impact les uns sur les autres. Donc, c'est pour ça que, mais je pense quand même qu'il faut mesurer. Voilà, nous, dans notre secteur, par exemple, on réfléchit à des indicateurs d'impact pour valoriser le lien social, le lien humain, parce que finalement, sinon, tu optimises en fonction d'autres indicateurs qui finissent par ne pas prendre en compte le lien. Mais en même temps, il faut aussi, je pense, défendre justement au niveau culturel, pratique gestionnaire, une vision plus, je dirais, cerveau droit, plus peut-être parfois basée sur l'intuition, sur la recherche de cohérence par rapport à la mission. On ne peut pas toujours être en train d'optimiser des KPI. Parfois je racontais qu'on a lancé notre activité de formation à un moment assez vite, en fait, en prenant une décision assez rapide, alors qu'on essayait de scaler, en fait, notre activité d'opérateur d'aide à domicile. Et en fait, un jour, parce qu'on essayait d'optimiser l'achat, tu connais ça par cœur, l'achat en ligne pour avoir des prospects pour de l'aide à domicile. Et en fait, on se rendait compte qu'on mettait beaucoup d'énergie à essayer d'avoir le meilleur message. Voilà, tu vois bien. Et un jour, en fait, on s'est regardé, on s'est dit, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de donner plein d'argent aux GAFA pour essayer de dire en quelques dizaines de caractères qu'on est meilleur que les autres. Mais avec ça, en fait, on ne peut rien dire sur notre vision du métier. Est-ce que c'est cohérent par rapport à notre mission? Et là, on s'est dit, mais en fait, à côté de ça, plutôt que d'essayer de prendre des parts de marché aux autres, il y a des gens qui, effectivement, peuvent être vus comme des concurrents, qui ont envie d'adopter des modèles d'organisation proches des nôtres, qui ont besoin de formation. Pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas une activité B2B? Pourquoi est-ce que l'argent ne le mettrait pas plutôt dans l'ingénierie pédagogique pour créer des nouvelles formations, un outil pour pouvoir diffuser ces formations? C'est ce qu'on a fait. Mais ce n'était pas du tout intuitif, dans le sens où on avait une petite boîte d'aide à domicile et le guide du bon entrepreneur, il dit d'abord tu atteins une taille critique et après tu réfléchiras à diversifier. Et finalement, ce choix, on l'a fait sur pas sur une logique d'optimisation, une logique cerveau gauche, on l'a fait sur une logique d'intuition et de volonté d'être cohérent par rapport à notre mission. Et finalement, quelques années après, on se rend compte qu'il est pertinent parce que la formation, c'est à la fois un impact très important parce qu'on va faire changer les autres sur le secteur, et c'est aussi économiquement une activité qui est plus simple, entre guillemets, avec un modèle économique plus robuste que l'aide à domicile.
Donc voilà, je trouve que parfois, on passe dans les entreprises des années à optimiser tel pouillème de virgule sur un KPI, une part de marché ou autre, alors qu'en fait, en se référant à la mission au sens, on peut prendre des décisions qui ne sont pas forcément décomposables en manière cartésienne, en cause-conséquence, mais qui peuvent avoir des conséquences business aussi très positives. Tu as beaucoup parlé de care, de prendre soin. Pour toi, ça veut dire quoi, prendre soin? Ça veut dire quoi, le care? Alors, il y a l'autonomie, tu en as beaucoup parlé, et je pense que c'est effectivement un énorme élément. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis, par exemple, de passer de auxiliaire de vie à auxiliaire d'envie? Qu'est-ce que tout ça implique, en fait? Il y a... Je dirais qu'il y a effectivement l'autonomie. Enfin, moi et mes collègues chez Allonvie, je pense qu'on a la conviction qui est une croyance ancienne, qui a déjà été diffusée par plein de gens avant nous, qui est que le travail, ça doit être un vecteur d'émancipation, de développement de l'être humain. Et que le fait notamment de s'organiser dans son travail, ça offre cette possibilité, et puis du coup d'apprendre des nouvelles choses, éventuellement d'évoluer, et que priver quelqu'un de sa capacité à organiser son travail, c'est parfois nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas on ne croit pas à une espèce d'autonomie parfaite, en fait. Il y a de l'autonomie, mais il y a toujours aussi des règles qui sont décidées à un échelon différent pour pouvoir cadrer et qu'un système fonctionne. Mais il faut toujours réfléchir à deux fois avant de le priver. Donc on a cette conviction-là, donc effectivement que l'autonomie se développe. Après, il y a aussi un élément important qui est de se référer, je pense, à quelque chose de plus grand que soi. Donc la mission, nous on a passé beaucoup de temps, j'ai parlé de la mission, mais chez Allonvie, justement, on parle d'auxiliaire d'envie, on a une charte d'envie. Quand les gens arrivent, c'est la première chose qu'ils voient et qu'ils signent, c'est une charte avec des principes sur la manière de travailler ensemble. Voilà, aussi une vision du métier. Donc je pense que c'est... évidemment, après, il y a tous les aspects matériels du travail, mais il y a une dimension autonomie, une dimension plus grande que soi. Je ne dis pas forcément dans l'ordre, mais c'est un peu la pyramide de Maslow. Tu as aussi la sociabilisation. Donc, par exemple, chez Allonvie, on a obligé à ce que les auxiliaires de vie en équipe se voient 2 heures toutes les 2 semaines. Ce qui est rien pour les équipes dans d'autres secteurs. Mais en fait, dans ce secteur-là, la plupart des auxiliaires ne se voient pas parce qu'elles sont toujours à droite, à gauche. Et donc, le fait d'avoir accès via son travail aussi à une vie sociale, des liens entre collègues, c'est super important. Et donc, nous, on a d'ailleurs créé avec le collectif L'Humain d'abord un indicateur qui s'appelle l'indice d'alignement humain, qui est basé sur la pyramide de Maslow, avec des questions spécifiques au métier d'auxiliaire de vie. Et on essaye d'évaluer justement dans les organisations où on est bon, entre le bas de la pyramide, le côté sécurité, salaire, conditions de travail, et jusqu'au haut qui est comment je m'identifie au métier que je fais et comment j'ai l'impression de participer à une tâche noble. Et donc ça, c'est la partie salariée. Et après, prendre soin, pour nous, on parle beaucoup de lien aussi. C'est-à-dire que c'est créer du lien, c'est se dire qu'en fait, chaque tâche, entre guillemets, qu'on t'assigne, parce que parfois, nos métiers, on a eu tendance à vouloir les réduire à des listes de tâches, puisqu'on a l'esprit formaté comme ça. Et en fait, c'est pas une liste de tâches, c'est juste des occasions. Aider à une toilette, à la prise d'un repas, c'est une occasion pour créer un lien. Et in fine, l'attendu, c'est ça qui est très paradoxal, c'est que parfois, dans l'entreprise, mais même chez les clients, les aidants familiaux, on va demander à accomplir une liste de tâches. Mais si tu te mets toi à la place de la personne qui est accompagnée, généralement, l'attendu, c'est plutôt la création d'un lien humain, passer un moment une émotion, de valeur, une émotion. Et ça, c'est donc prendre soin, je pense que c'est beaucoup créer ces liens. Et tu parlais tout à l'heure de salaire. Comment vous vous assurez de prendre soin du care social? Dans le care social, pour moi, pour Cynthia Fleury, parce qu'en fait, c'est pas moi qui... Mais il y a 4 dimensions dans le care qui sont le physique, le psychique, le social et l'environnemental. Le social, ça représente vraiment cette idée autour, en tout cas moi, la manière dont je l'envisage, parce qu'elle parle de l'hôpital principalement, c'est ces questions de salaire. Et tu disais, c'est des personnes qui ne sont pas très bien payées. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez essayé de travailler? Alors nous,
on paye un peu mieux à l'heure que le minimum de la convention collective, mais ce qui est intéressant de voir dans nos métiers, c'est que tout ne se joue pas sur le salaire horaire, loin s'en faut, parce qu'il y a 70% de temps partiel subi. Donc un des enjeux, c'est d'arriver à fournir des jobs à temps plein, et même de fournir des heures sup. Parce que là, on rentre un peu dans la technique, mais dans l'aide à domicile. Le système de base de la convention collective, ça s'appelle la modulation annuelle du temps de travail. Et donc en fait, tu es payé la même chose tous les mois. Et ensuite, tu as un compteur d'heures qui tourne, parce que tu ne travailles pas le même nombre d'heures tous les mois en fonction des besoins. Parfois, il y a des personnes qui sont hospitalisées, etc. Et à la fin de l'année, l'entreprise, l'association régule. Si tu as fait des heures en plus, elle te paye des heures sup. Si tu as fait des heures en moins, elle les a perdues. Et en fait, nous, on a créé un système différent parce que ça nous paraissait... Le problème de ça, c'est que ça n'incitait pas les auxiliaires qui se mobilisent pour remplacer les autres, etc., qui font plus d'heures. D'avaient des structures où on observait qu'en fait, à la fin de l'année, ils les faisaient plus bosser parce qu'ils voulaient que leur truc tombe à zéro pour pas payer d'heures sup. Parce que le KPI, c'était pas payer d'heures sup. Et nous, on a mis en place un système différent par accord d'entreprise. C'est intéressant quand même, c'est logique d'accord d'entreprise. Nous, en fait, une équipe, si elle arrive à être au-dessus de son compteur un mois donné, à la fin du mois, on paye les heures sup. Donc en fait, on essaye, nous, de jouer sur cette composante temps de travail pour que des personnes qui bossent puissent avoir une rémunération du coup plus importante et de ne pas considérer qu'une heure sup, il ne faut jamais la payer parce qu'en fait c'est normal s'il y a une flexibilité et qu'on travaille en plus de l'horaire prévu, c'est normal que ça soit payé plus. Après, ça coûte cher effectivement à la fin quand on regarde, donc il faut pouvoir l'assumer économiquement. Mais on essaie de jouer sur cette composante-là. Après, il y a une grande partie qui ne dépend pas de nous parce que nous, le prix d'une heure prestée dans l'aide à domicile, il est vraiment indexé sur le tarif de l'heure APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie qui est versée par les départements aux personnes qui ont besoin d'aide à domicile. Donc il a été largement revalorisé, mais bon après il y a aussi une inflation salariale tout à fait normale qui suit, pas assez d'ailleurs je pense, l'inflation des prix. Donc on est quand même pas mal. Donc après il y a du plaidoyer aussi qui peut être fait, qu'on a fait nous, voilà, notamment on avait fait tout un mouvement pendant le Covid qui s'appelait Nous Auxiliaires, avec une pétition qui avait été signée notamment par Nicole Notat, Axel Kahn, et qui demandait un meilleur salaire. Et aussi, il y a un autre sujet dans notre secteur et dans le CARE en général, c'est que le métier d'auxiliaire de vie peut être exercé sous 4 conventions collectives différentes qui ont chacune leur spécificité. Donc en fait, ça ne participe pas à la valorisation de ce métier parce qu'en fait, on s'y perd entre les associations. Le particulier employeur, c'est un gros sujet aussi. Donc voilà, il y a plein de sujets de plaidoyer. Après, je pense aussi, là, si on fait un peu de prospective, que dans ce secteur, malheureusement, l'économie... Aujourd'hui, on fonctionne avec ce secteur avec finalement ce que dégage l'économie classique, sur laquelle parfois on se dit qu'elle fonctionne un peu sur la base de l'extractivité et qu'il faudrait le changer. Et on génère des surplus et avec ça, on paye des impôts, on paye des cotisations sociales et on arrive à payer de l'aide à domicile. Maintenant, le besoin, il va doubler. Et les gens ne sont pas assez payés. Donc l'équation, elle est quand même assez complexe pour les 20 à 30 prochaines années. Et moi, je pense qu'il va falloir bien sûr plus de professionnels, mieux rémunérés, mieux qualifiés, avec voilà, des projets d'entreprise enthousiasmants, etc. Mais il va falloir aussi, d'une manière ou d'une autre, réfléchir peut-être à comment, via des nouvelles formes, je pense, à inventer, de bénévolat, d'engagement, qui peut être rémunéré d'une manière ou d'une autre, sous la forme de revenu universel ou autre. Et comment on va pouvoir mobiliser des personnes. Je prends un exemple d'initiative que je trouve intéressante. C'est par exemple, en ce moment en Suisse, ils testent des banques de temps. En fait, des personnes vont accompagner des personnes qui ont besoin d'aide. Et leurs heures sont notées dans une banque de temps et un jour, eux, auront capacité à bénéficier d'heures. Comme un système de retraite un peu. Ouais, c'est ça. Mais l'idée derrière, c'est de dire, en fait, tant qu'une heure, et Timothée Paré qui parle pas mal de ça aussi, tant qu'une heure de care, on lui donnera une valeur basée sur ce que le système économique à côté, entre guillemets, est prêt à payer pour ça, on va avoir ça sera jamais assez, en fait. Et donc, il faut trouver d'autres manières de valoriser, je pense, le care. Au Japon, ils ont aussi créé une monnaie virtuelle où des personnes peuvent aller passer du temps avec une personne âgée et ça gagne des jetons et s'ils ont leurs parents à l'autre bout du pays, des gens vont aller passer du temps. Donc il y a aussi des économistes justement qui font le lien entre la décroissance et le care, qui commencent à dire il faudrait peut-être imaginer non pas forcément un revenu universel mais un care income
qui permettent d'assurer un niveau de vie stable à des gens qui s'engagent dans des activités de prendre soin. C'est pas forcément côté des personnes âgées, hein, ça peut être assez large, du social en général. Mais ouais, moi je pense qu'il y en a énormément de réflexions à mener sur ce sujet, parce qu'en fait, quand tu regardes, et là encore une fois, c'est des économistes, il y a même des économistes du mouvement des économistes féministes qui disent ça, c'est que tous les métiers qui étaient d'origine, qui étaient assumés par des femmes dans le cadre familial jusqu'aux années 60-70, il y a eu la revendication de dire en fait il faut les professionnaliser parce que c'est du travail invisible, il n'y a pas de raison qu'il soit fait comme ça. Et tous ces métiers-là, on a failli dans le sens où on en a fait des métiers, mais qui sont paupérisés, pas valorisés, pas assez bien payés. Donc, c'est quoi la nouvelle revendication? Mais est-ce qu'il faut raisonner en termes de métier, de salaire ou de statut social des gens qui font ça? Alors derrière, il faut qu'il y ait une rémunération, mais voilà, je lance des pistes, j'ai pas la solution, mais c'est un sujet qui est passionnant, je pense. Hyper intéressant, parce que ça veut dire que tu changes complètement de modèle. Et comment vous faites, vous, chez L'Envie, pour faire l'équilibre, enfin équilibre, je sais pas si c'est équilibre, mais le lien entre économie, écologie, sociale, parce qu'en fait, tu vois, tu parles aussi beaucoup d'optimisation, de croissance, et en fait, et tu parles aussi de décroissance, donc, donc du coup, tu vois, les références, que ce soit Timothée, ou que ce soit, enfin, toutes les références que tu fais, c'est des gens qui disent, ben oui, mais en fait, le système fonctionne pas parce que de toute façon, cette idée de croissance financière pure, permanente, concrètement, ça marche pas. Donc, je voulais savoir, quand tu es patron d'une boîte aujourd'hui, comment tu fais ce trade-off entre croissance économique d'un côté, croissance financière, parce que c'est de ça qu'il s'agit, care, écologie, enfin tu vois. C'est vrai que c'est pas simple parce que finalement, on entend tout le monde dire il faut ralentir, mais en fait, notamment dans le monde des entreprises qui se dit mission native, impact, on considère que tout le monde doit ralentir sauf soi-même parce que on a une solution à tous les. Donc, je prends le point. Enfin, je trouve que effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'en fait, c'est pas le ralentissement, entre guillemets, c'est pas une attitude globale qu'il faut avoir. Mais donc, je dirais qu'une partie de la réponse, déjà, c'est peut-être les actionnaires, parce que nous, on a des fonds d'investissement à impact, mais qui assument le fait qu'ils vont gagner moins d'argent parce qu'ils vont faire de l'impact, ce qui n'est pas le cas de tous les investissements, de tous les investisseurs à impact. Donc, une pression à la croissance qui est pas sur nos épaules, qui n'est pas très forte, en fait. Maintenant, il faut quand même qu'ils récupèrent plus d'argent que ce qu'ils ont mis, c'est quand même l'objectif, c'est évidemment l'objectif, mais ça nous donne, on n'est pas dans un schéma de VC qui nous demande de faire une courbe exponentielle. Après, voilà, tu vois, la formation par exemple, c'est vrai qu'on ne voit pas tellement c'est du discernement du quotidien et c'est peut-être la mission qui est notre. Nous, on essaie de vendre des formations où on se dit ça va aider à vraiment changer les choses. On a déjà travaillé avec des groupes où on a formé des formateurs en interne. Parce que vendre des formations, ça c'est une logique, tu vois, que je trouve qui peut aller dans ce sens de ne pas viser la croissance pour la croissance. C'est que parfois, permettre à un groupe d'être autonome sur sa partie formation, ça peut lui permettre de beaucoup mieux former et d'éviter de dépenser encore de l'argent plus cher en externe et du coup de faire peser ça derrière sur ses clients, sur des contraintes d'avoir plus de marge de manœuvre pour faire peut-être des engagements environnementaux, etc. Donc on essaie d'être comme ça. Voilà, sur l'habitat partagé, on essaye aussi de voir comment notre modèle, parce qu'on réutilise du bâti existant, etc., il est... je ne vais pas dire qu'il est décroissant, mais en tout cas, il ne fait pas exercer une pression forte au niveau environnemental ou au niveau social. Donc oui, après, c'est un trade-off, tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une posture qui est d'analyser et de dire il faut tous ralentir et puis d'être un analyste dans son coin. Il y a une posture d'être dans les entreprises et d'essayer de faire changer les choses et de dire il faut un peu atterrir et peut-être pas essayer de proposer des solutions, mais donc voilà, je n'ai pas de... Voilà un peu la réponse que... non, mais en fait, je pense que tu as raison, c'est-à-dire que plus tu es loin du business, plus c'est facile de dire aller dans les décroissances, mais c'est du business, parce qu'en fait, une fois que tu y es, c'est... Oui, puis entre guillemets, c'est le sujet aussi, je dirais même presque au niveau géopolitique, c'est que les autres t'attendent pas non plus, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre secteur, on peut dire, en fait, il faut décroître, donc on fait rien, mais déjà, il faut pas, les besoins vont croître, donc il y a quand même des solutions à apporter. Moi, ma logique, c'est plus de voir,
comment les solutions à la transition démographique peuvent aussi être des solutions à la transition sociale et à la transition environnementale. Et donc, tu vois, sur l'habitat partagé, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, en réutilisant des maisons, en permettant du coup à des personnes âgées de vivre au cœur de quartiers résidentiels, d'essayer que cette colocation soit un lieu qui permette de recréer du lien social, et non pas, voilà, ça peut quand même être plus vertueux que d'autres logiques peut-être plus industrielles. Qu'est-ce que tu dirais à un patron de boîte, pas spécialement dans votre secteur, qui te dit c'est super tout ce que vous faites, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Par où tu commences? Je pense que en fait, il me semble quand j'observe les gens qui justement opèrent des gros changements dans les boîtes, c'est que ça commence quand eux trouvent le bout, en fait. C'est-à-dire que moi, ça commence par une révélation personnelle. On en parlait un peu hors antenne, mais parfois c'est le spirituel. Donc il y a des gens qui se mettent un jour à bouquiner ce que leur religion a dit sur les questions sociales et environnementales. Et voilà, des religions ont dit des choses et qui sont très intéressantes. Tu as des gens qui, un jour, écoutent une conférence et ont un flash. Moi, j'ai tout vu. Hein. J'ai vu de la culpabilité, des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et puis qu'un jour ont lu Thomas Piketty et puis tout a basculé. Ça existe. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai observé qu'il y avait pas mal de gens, les gilets jaunes en fait, ont bousculé pas mal de patrons d'entreprise. Ah oui. Quand les gens ont vu des voitures qui brûlaient en bas de chez eux, il y en a. Je pense que au départ, c'est peut-être un sentiment de peur personnelle, mais j'ai vu derrière des choses qui s'enclenchaient. Voilà. Après donc, je pense qu'il ne faut pas. Chacun, on est tous en chemin, donc personne n'est arrivé. Mais je pense que ce qui est compliqué, c'est que ça marche quand les gens trouvent quelque chose et que c'est difficile de leur imposer. Donc, à mon avis, la seule chose qu'on peut conseiller, c'est peut-être de s'ouvrir, d'aller écouter des médias qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, aller dans des conférences, parler avec des gens et qu'on n'a pas l'habitude de parler. Je pense que c'est là que réside, à mon avis, peut-être le début de la solution. Quand tu écoutes Aurélien Barraud, par exemple, ça peut vite quand tu es patron d'entreprise... Enfin, je repense à Aurélien Barraud l'année dernière au MEDEF. Ouais. Au MEDEF, et je me dis... Et j'étais 1000 fois d'accord avec lui, hein, tu vois, dans tous les sens d'accord, tu vois, je signe tout ce qu'il raconte. Mais je me dis, pour des patrons de boîte en face, t'es là, tu qu'est-ce que je fais, je pense quand même qu'il a, tu vois, et Jean-Marc Jancovici, moi j'observe aussi qu'il a quand même retourné un paquet de gens. Jancovici beaucoup plus, encore. Parce que lui, il est rentré par la dimension ingénieur et tout. Et je pense qu'il y a les gens qui ont l'esprit formaté comme lui, ils achètent à fond et c'est très bien. Aurélien Barraud, c'est peut-être plus pour les poètes philosophes, mais il y a aussi des gens, je pense, qui fait bouger. Mais après, c'est un ensemble de choses. Non, enfin, j'ai pas la baguette magique. Non, malheureusement, on l'a pas. C'est quoi les points sur lesquels, les points d'amélioration pour vous encore sur tous ces sujets-là? Qu'est-ce que tu aimerais, justement, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Écoute, je pense que la valorisation de l'impact, je pense que il me semble que nous, on pourrait encore mieux valoriser de manière chiffrée, etc., l'impact qu'on a et essayer de créer des logiques économiques. Je prends l'exemple de l'absentéisme. Je dis nous, mais c'est aussi d'autres structures qui ont à peu près la même philosophie. Quand on réduit l'absentéisme dans une structure, en fait, on fait gagner beaucoup d'argent à la collectivité. Bien sûr. Et ça, c'est pas valorisé. Et je pense que derrière, il pourrait y avoir des politiques publiques basées là-dessus. Donc, il y a un énorme chantier là-dessus, mais à petite échelle, c'est pas toujours simple. On n'a pas toujours les moyens de faire tout ça. Voilà. Après, nous, on peut aussi toujours s'améliorer. Sur notre cœur de métier. Nous, par exemple, chez Allenvie, en fait, on est tellement parti sur l'idée qu'il y avait une sorte de transitivité entre l'auxiliaire de vie et le bénéficiaire qu'on a fait beaucoup pour le cadre de travail des auxiliaires de vie, mais on n'est pas très bon sur le focus bénéficiaire. Ça peut finalement, on considère que l'auxiliaire, dans les bonnes dispositions, ça fait 80, et c'est vrai d'ailleurs, ça fait 95% du boulot, mais en fait, il y a quand même pas mal de choses que tu peux initier au niveau d'une entreprise comme la nôtre. Parfois, on voit des gens qui le font et voilà, je te donne un exemple d'une structure, d'une entreprise d'aide à domicile à Limoges. Chaque année, elle fait une fête de Noël où il y a tous ses bénéficiaires dans une pièce.
On parlait d'isolement. Enfin, ça paraît... c'est à la fois pas grand-chose et c'est énorme, en fait, parce que logistiquement, c'est du taf et c'est compliqué, etc. Mais c'est génial, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire comme ça pour rompre l'isolement social. Nous, d'ailleurs, c'est un de nos engagements de mission et on pourrait faire beaucoup plus de choses. Aussi vis-à-vis des aidants, rompre leur isolement. Mais tu vois, il y a aussi un sujet aujourd'hui, à Paris, tu as des personnes âgées dans tous les immeubles. Parfois, tu as des auxiliaires de vie qui interviennent en même temps. Oui. En fait, on n'a pas réussi à créer un système où on profite pour créer un lien, faire quelque chose à plusieurs. Il y a plein de choses à imaginer, quoi. Peut-être qu'il faudrait repenser aussi les immeubles. Enfin, tu vois. Mais après, on peut aussi attendre des familles, parce que bon, les auxiliaires de vie, c'est une chose. Mais ces gens-là, ils ont parfois des familles quand même. De penser, de voir, mais c'est vrai que c'est pas dans la culture, donc. Ouais, et puis c'est notre culture. Tu vois, mais j'étais il y a pas longtemps aux Pays-Bas en vacances et un immeuble à Amsterdam. Je sais pas, tout le monde se connaît, ils font des bouffes ensemble. Enfin, ouais, on a quand même une culture, je sais pas, mais dans les villes, en tout cas en France, où le lien social est quand même rompu, quoi. Ouais. T'as des personnes seules dans les immeubles. Que personne va voir, mais je ne suis pas là en train de... Voilà, j'en suis l'acteur de ça, comme tout le monde, mais il y a effectivement des choses à améliorer. Et je me posais la question aussi, votre formation, elle est dédiée aux personnes qui travaillent avec les personnes âgées, par définition, mais est-ce que ce n'est pas des choses, partiellement en tout cas, qui pourraient s'appliquer à d'autres types d'entreprises ? Bah si, alors il y a déjà des choses même qu'on a pris. Enfin, toi, il y a des concepts. On fait de la formation sur la CNV, l'assertivité. Enfin, communication non violente. Communication non violente, pardon pour les acronymes. Donc c'est déjà des choses qui s'adaptent ailleurs. Oui. Après, je pense aussi, si on va plus loin, que le contact avec les personnes fragiles, la posture à adopter vis-à-vis de ces personnes, ça pourrait servir sans doute beaucoup d'entreprises. En fait, dans un monde qui devient de plus en plus vulnérable, normalement, ceux qui savent la gérer, l'accompagner en tout cas, pourraient être des précurseurs et influencer beaucoup les autres secteurs. Donc c'est aussi le message de notre secteur, qu'on passe d'un secteur qui répare un peu ce que la société, l'économie classique laisse de côté, à un secteur qui prépare la suite. Ça, c'est la vision. Mais maintenant, il faut... C'est aussi une vision positive. Ouais, c'est une vision positive. Pour éviter d'être toujours dans le dire, on est en train de gérer un fardeau, on n'a pas assez d'argent. Peut-être qu'on n'est pas en train de gérer un fardeau, peut-être qu'en fait, on est en train d'apporter une solution pour une société qui remette le prendre soin dans le care, dans sa vision très large, prendre soin de soi, des autres, de l'environnement. Ouais. Voilà. Ce triptyque, en fait, c'est marrant parce qu'il est tellement logique et en même temps, on l'a tellement oublié. Parce qu'en fait, là, on n'est pas loin de la Défense. Quand tu vois ces gens, on en parlait en off avec Henri qui est derrière, dans la régie, tous ces gens qui viennent en costume alors dans le métro, alors qu'il fait une chaleur de bœuf, aujourd'hui en particulier, tu te dis, mais ils prennent pas soin d'eux non plus. Oui, c'est ça. et en plus, ils vont travailler dans des entreprises qui, en général, ne prennent pas soin des autres et du vivant non plus, quoi. Donc, ça commence par là, parce qu'en fait, si on va pas bien soi-même, on peut pas être bien souvent avec les gens dans le management. Et donc ça souvent, il y a des grosses réactions en chaîne sur ce sujet-là. Effectivement. Complètement. Merci beaucoup, Guillaume. C'était super. Merci Grégory. Merci beaucoup à vous qui avez écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'ici 2 semaines. À bientôt.